l'OSINT et le fingerprinting, hein. Maintenant que j'ai fait mon petit préambule. Donc OSINT, vous le savez, c'est Open Source Intelligence. On a des informations qui peuvent être obtenues à partir de sources libres et publiques. Les équipes offensives utilisent généralement l'OSINT pour effectuer des reconnaissances sur une cible, un individu ou une entreprise. Les organismes euh, et les organismes d'application de la loi, hein, peuvent également tirer profit de l'OSINT pour recueillir des renseignements. Ok? Donc le renseignement, la police, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut se servir de l'OSINT. Au début, ça semble un peu effrayant, hein, pour trouver cette information. Est-ce que je vais avoir des ennuis? Mais pas besoin de s'inquiéter, la plupart des opérations OSINT sont simples à l'aide d'outils que vous avez déjà sur le ClearNet. Et si c'est sur le ClearNet, ça veut dire que c'est en open source. À partir de là, vous pouvez puiser dans cette base de données, hein, qu'on appelle Internet. Ok? Donc OSINT, c'est un terme étendu, c'est un terme général de nombreuses disciplines différentes du renseignement. Cependant, dans cette tâche, nous confierons le sujet tel qu'il est communément appelé. L'information est au cœur de l'OSINT et l'information se trouve généralement à deux endroits, hein. On parle de ClearNet, hein, donc c'est l'Internet que vous connaissez tous. On peut accéder publiquement, hein, à l'Internet via notre navigateur web traditionnel. On va accéder au World Wide Web. Je peux aller sur Facebook, je peux aller gazouiller sur Twitter, je peux taper dans des référentiels comme GitHub, ok, pour acquérir des connaissances. C'est un des exemples. Vous savez qu'il y a 1 milliard de sites qui permettent de faire de l'OSINT. Je vous en cite que quelques-uns. Ensuite, on a la partie son pendant, hein, beaucoup plus obscure, qu'on appelle le darknet, le dark web, hein. Donc là, il faut un logiciel spécial qui nécessite une configuration supplémentaire et il est plus souvent utilisé par des personnes soucieuses de la vie privée, les lanceurs d'alerte, les personnes qui sont censurées dans leur pays, les criminels, les journalistes, les organismes gouvernementaux également. La police se sert du dark web, hein, ne soyez pas dupes. Donc, on a plein de réseaux on dit décentralisés, hein. Donc, on a quoi? Le plus connu, c'est Tor, on a Freenet, on a I2P, on a IPFS, on a ZeroNet. Je veux dire que c'est les cinq grands ténors, hein, dans la partie réseau décentralisé. Et le but pour nous, bah, ça va être justement, dans un premier temps déjà, d'apprendre à faire du recueil d'informations sur le ClearNet. Comment je vais pouvoir faire de l'intel gathering, hein, de l'information gathering, donc du recueil d'informations sur une cible spécifique. Et le problème, c'est que vous le savez, hein, si vous avez vu mes cours sur l'OSINT, on se retrouve rapidement avec un gros paquet d'informations, de données publiques qu'il va falloir naturellement raffiner, hein, pour, comme je vous dis toujours, en extraire la quintessence et avoir des informations qui sont viables, qui sont pertinentes, qui sont exploitables en termes opérationnels. Donc les informations utilisées dans le site proviennent, hein, de votre fingerprint, de votre empreinte numérique. Je vous ai dit, on a tous des avatars qui laissent des traces. Vous, dans votre vie, vous laissez également des traces. Vous avez un numéro de sécurité sociale, vous avez une adresse, vous avez un numéro de téléphone, vous avez un nom, vous avez un prénom. Ok? Il y a des photos qui se baladent de vous, que vous avez postées sur les réseaux sociaux ou que l'administration possède, etc., etc. Vous voyez où je veux en venir. Ok? Donc, OSINT, c'est un peu à la mode, hein, mais je vous ai toujours dit, ça a toujours existé, sauf que ça explose, hein, et puis ça a été aussi un petit peu, comment dire, mis sur le devant de la scène avec des séries comme Mr. Robot, hein, où il utilise des techniques d'OSINT pour récupérer un maximum d'informations avant de faire une cyberattaque ou pour faire des attaques par ingénierie sociale. Ok? Donc, grosso modo, je vais examiner les données qu'a laissé une cible, hein, qui vont nous conduire à de nouvelles informations ou à de nouveaux objectifs auxquels bah, nous nous fixons, nous recherchons concrètement. Donc là, je vous ai mis le processus, hein, classique du recueil de l'information en open source lorsqu'on va faire une enquête au site. Chaque individu, pardon, chaque équipe aura après sa propre méthodologie, hein. Je vous ai dit, il y en a qui utilisent que la partie type lanceur d'alerte, journaliste du domaine civil. Il y a d'autres personnes qui ont été formées, qui font peut-être partie des forces de l'ordre, du renseignement ou du renseignement militaire, qui vont apporter une autre méthodologie qui est plus utilisée dans le monde militaire. Mais la méthodologie, en tout cas, se chevauche, hein. On a des approches qui peuvent être quantifiées à l'aide de modèles et d'étapes systématiques
à suivre. Hein, on va opérer de façon séquentielle et après, on a une boucle hein, rétroactive, je vous disais. Une fois qu'on a passé ces 6 étapes, on repart. Et on repart. Et on recommence. Donc voyons un petit peu ce modèle. Hein, c'est le modèle qu'on appelle RIS OSINT. Et c'est une approche de collecte d'informations pour identifier, catégoriser les données. Ok, je vous mettrai quelques sources euh, dans la description. Donc le principe, c'est l'intelligence. L'intelligence porte bien son nom, hein. C'est ce principe d'intelligence au sens littéral, mais c'est le recueil d'informations. Pourquoi? Pour faire du renseignement. Hein, si je veux être plus intelligent que mon adversaire, eh ben, il faut que j'obtienne des informations. Comme disait Sun Tzu, know your enemy. Hein, connais ton ennemi pour savoir anticiper ce qu'il va vouloir faire. Après, je vous l'ai dit, on a deux postures. On peut se servir de l'intelligence à des fins défensives, ok, pour se protéger ou protéger ses assets, comme on dit en anglais, hein, ses ressources, ses salariés, son entreprise, etc., ses actifs. Ou on peut se servir de l'intelligence et faire de l'intelligence offensive, ok, c'est-à-dire découvrir des petits secrets. Donc le risque, hein, c'est ce principe de euh, comment dire, recueil de l'information au niveau de la donnée. Donc toute donnée est information. Après, il y a des informations pertinentes, non pertinentes. À partir de là, je peux étudier hein, les données et l'information. C'est le principe de l'intelligence. On va analyser les données et l'information pour en tirer des patterns, hein, comme on dit, c'est-à-dire éventuellement des données, à partir de données brutes, on va pouvoir avoir des données en sortie qui ont été raffinées, qui vont nous permettre de prendre des décisions qui s'imposent et d'effectuer éventuellement des changements vis-à-vis de notre posture. Hein. Et les données et les informations également permettent de faire des rapports. Hein. C'est ce processus itératif de raffinage de l'information et ensuite de reporting. Je vais faire des rapports puisque tout est rapport. Hein. Dans l'armée, on a besoin de rapports pour connaître éventuellement l'évolution des forces armées de son adversaire. Ok, ou je vous disais sur un théâtre d'opération, on a besoin de savoir où sont les divisions armées, hein, blindées. Est-ce que il y a éventuellement, comme en ce moment en Ukraine, les Russes qui sont en train de déplacer massivement des blindés à la frontière ukrainienne et c'est très très chaud. Bref, tout ça, ça va nous permettre de prendre des décisions et d'effectuer des changements. Hein. On s'adapte constamment à la menace, on s'adapte aussi à la situation. Hein, c'est ce principe de d'anticipation. Je vous ai dit dans mes vidéos dans le renseignement, le but c'est de toujours anticiper, d'avoir une longueur d'avance. À court terme, ça ne nous intéresse pas. Toujours voir à moyen et surtout à long terme, voire à très long terme. Hein. Si on parle de stratégie militaire, de guerre, eh ben, il faut penser dans un siècle comment on effectuera la guerre sur le champ de bataille. Hein, je vous ai parlé de ce principe de 5D, de 6D avec le cyberespace. Bref, pouvoir anticiper les menaces et anticiper aussi l'évolution de la technologie. Avec le TechInt, notamment dans le renseignement, pour étudier toutes les techniques, les technologies et penser aux technologies de demain pour avoir toujours un avantage. Donc ensuite, on a ce principe hein, qui a été un peu plus détaillé, qui est ici. Et là, on a notre feedback loop, hein, notre boucle de rétroaction. C'est-à-dire que on va commencer par quoi? Par notre client. Hein, on a des besoins. Donc toujours, je vous disais dans mes vidéos de pré-engagement, posez la question à votre client, quels sont ses objectifs? Ok. C'est ce qui va définir euh, eh ben justement, quelle est la méthode appliquée, quels sont les objectifs du recueil d'informations via de l'OSINT. Hein, par exemple, qu'est-ce qu'on peut demander? Bon, on peut demander, est-ce qu'on va se concentrer uniquement sur les mails? Hein, ça peut être un exemple. Donnez-moi un mail et je vais étudier les mails. OK? Ensuite, on a la source. Si je reprends cet exemple de mail, quelle est la source éventuelle pour traiter tout ce qui concerne les mails dans mon recueil d'informations? Ben, je vais m'intéresser naturellement au serveur mail. OK? Ça, c'est ma deuxième étape. Ensuite, on a la phase de monitoring. Hein. Qu'est-ce qui se passe? En termes d'objectifs, si j'étudie des objets concernant ma cible, si ces objets, on les a définis, on a dit qu'on travaillait sur des mails,
le mail, est-ce qu'il est actif? Est-ce qu'il est inactif? Hein, les boîtes mail, comment elles fonctionnent? Avec qui elles communiquent? Hein, combien il y a de mails qui sont envoyés par jour, par mois, par an? Voilà, ça c'est des informations au niveau des métadonnées et éventuellement un compte mail peut être actif, inactif. D'accord? Ensuite, on a tout ce qui est selecting, finding, hein, donc la sélection et la recherche en fait. Hein. Est-ce que je vais me focaliser sur tout ce qui est ClearNet? Hein, donc sur Internet, je vais prendre les principales boîtes aux lettres hein, qu'on peut avoir, type Outlook, Gmail et tant d'autres. Je vais pas toutes les citer. Je vais citer ProtonMail qui est chiffré, etc., etc. Ok? Donc il va falloir voir, on part d'une cible, on se focalise sur la source, ce sont les mails. Je vais étudier tous les mails et je vais me concentrer sur le ClearNet et voir tous les fournisseurs d'accès mail auxquels ma cible pourrait avoir un compte. Ok? Donc vous voyez, ça c'est vraiment un processus itératif. On passe de 1, 2, 3, 4. 4, je reviens à mon client. Ok? Et on repart. On repart parce qu'il faut faire de l'acquisition. Hein, le principe d'acquisition, c'est éventuellement acquérir de la donnée, ok? En termes opérationnels dans le renseignement, mais là, en termes d'OSINT, c'est-à-dire connaître un petit peu éventuellement des données compromettantes sur ma cible. Je vais acquérir du matériel qui appartient à ma cible. Je peux vous donner par exemple si jamais il y a eu des bases de données qui ont fuité, hein, est-ce que je vais pas retrouver les mails de ma cible, notamment dans des data breach, dans des data leaks, hein, au niveau des bases de données, et éventuellement, est-ce qu'il y a carrément pas des mails qui ont fuité? Il y a peut-être des lanceurs d'alerte qui ont envoyé ça à la presse. Est-ce que je peux pas retrouver dans la presse, dans les articles de presse, ok, des informations d'un de mes concurrents, ok, pour avoir de plus amples informations? Est-ce qu'on ne parle pas d'un de mes concurrents dans la presse, justement, sur une fusion-acquisition? Est-ce qu'il n'y a pas eu un gros contrat juteux dans différents secteurs d'activité économique qui vont me mettre la puce à l'oreille? Par exemple, hein, où il y a l'appel d'offres pour un gros contrat et essayer de rentrer dans l'appel d'offres pour faire la nique à mon concurrent. Donc tout ça, c'est en termes économiques, hein, c'est vraiment la guerre économique, hein, l'espionnage économique. Tout ça peut être fait et peut être servi par notamment l'OSINT, le renseignement source ouverte. Ok? Donc ça, il faut bien comprendre, c'est encore une fois, on passe d'étape en étape. Ensuite, si je dois indexer toutes ces bases de données, on peut avoir ce processus hein, qu'on appelle le dehashed. Hein. C'est-à-dire que je vais indexer toutes les données que j'ai récupérées à partir de l'open source et je vais les trier, les fusionner, faire des synthèses en fait. Hein. C'est ça le but. C'est encore une fois, je vous dis, on travaille sur des données brutes, on raffine l'information et après on a des données en sortie qu'on va pouvoir exploiter. Je vais pouvoir faire des rapports avec, je vais pouvoir les intégrer en base de données pour pouvoir ensuite utiliser des outils qui vont pouvoir venir récupérer ces objets, ces données en base de données et s'en servir. Par exemple, je peux me servir de Maltego pour faire des recherches. Ok? Je peux utiliser l'Empire pour également faire des recherches. Ok? Soit sur des personnes, soit sur une infrastructure peu importe les données, il y a toujours des modules hein, qui vont me permettre de me renseigner. Là, si on doit parler d'email, bah, je veux connaître les serveurs de messagerie, où ils sont situés, hein, quel nom de domaine ils utilisent, quelles adresses IP, dans quel pays, quel fournisseur, quelle third party utilise tout ça. On en revient à la phase de source et de monitoring et de selecting finding. Hein, vous voyez, tout est corrélé en fait. Hein. Et donc tout ça va apparaître dans mes synthèses. Je fais des synthèses puisque on a un gros paquet d'informations. Une fois que l'information est raffinée, on va faire des reports ou des synthèses. Ok. La synthèse, bah, justement, on va aller droit au but. Ok. Si j'arrive à résumer en quelques pages euh, quelque chose qui faisait des milliers de pages initialement, ok, et ben là, j'ai enrichi l'information. Ok, j'avais de la donnée brute qui était incompréhensible. Suite à mon enquête, je vais pouvoir faire une synthèse à mon client, par exemple, et à partir de là, j'aurai toutes les informations. Si on doit parler de mail, eh ben, j'aurai récupéré toutes les informations d'identité à
partir de cet email. J'aurai le nom de la personne, le ou les noms de la personne, et voir dans quel type de situation, où est-ce qu'a été utilisé l'email. Ok? Donc ça, c'est les synthèses. Et enfin, on a la dernière phase, c'est ce qu'on appelle la dissémination, je vais y arriver. En gros, c'est quelle action, hein, comment on peut quantifier les résultats au niveau de notre enquête au site. Ok? Donc là, c'est pareil, je vais faire du reporting et expliquer ça de façon objective. Et on va se servir de diagrammes. On peut, si on parle de mail, hein, on va faire des graphes et on va pouvoir relier. Le meilleur exemple, c'est avec Maltego. On va pouvoir tirer des graphes à partir d'une adresse mail et voir. Et voilà, si on doit parler un peu de serveur de messagerie, j'ai une organisation, je vais avoir différents serveurs de messagerie, des numéros de téléphone, ok, des serveurs DNS. Je vais mapper la topologie du réseau, ok, et après on peut également le faire avec des personnes, ok. Je vais avoir mes points et je vais tirer mes graphes, ok. Je vais voir toutes les relations d'une personne, hein, en fonction notamment, eh ben, de ses relations public, privé, etc., etc. Ça, on tire des graphes et après, vous voyez, tout est en base de données. Là, c'est Maltego notamment. Et on peut comprendre les relations. Puisque le principe de visualiser la donnée et l'information, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Ok? Vous pouvez l'avoir sur du papier ou en base de données. La théorie des graphes, hein, justement, ça fait aller creuser théorie des graphes, théorie de l'information. C'est extrêmement intéressant. Et bah, c'est une des bases notamment du recueil d'informations et du renseignement. Hein. Si je peux visualiser ma donnée, eh ben, c'est extrêmement puissant. Hein. Typiquement, c'est pareil, les réseaux sociaux, c'est ce qu'ils font avec vos avatars, avec vos profils. Ils voient les centres d'intérêt, ils voient les relations que vous avez avec les autres, et ça permet d'avoir une visualisation qui va être beaucoup plus explicite, hein, sur votre psychologie, sur votre psyché, sur vos motivations, sur vos désirs. C'est comme ça qu'on arrive à rentrer dans la tête d'une personne en voyant un petit peu, hein, quelles sont ses affinités avec les individus, avec certains sujets. Et bah, si éventuellement vous êtes lié à des cercles politiques sur Twitter, Twitter va vous proposer, en fonction de vos goûts, d'autres, hein, personnes qui sont comme vous. Facebook le fait aussi. Bref, tous les réseaux sociaux fonctionnent comme ça. Bien Facebook. Tout le monde connaît Facebook. Mais je vous ai dit, toute technologie, elle peut être soit militarisée, soit elle peut vous espionner. Ok. Demande en ligne d'application de la loi, Facebook. Demandez un accès sécurisé au système de demande en ligne des forces de l'ordre. Nous divulguons les enregistrements de compte uniquement conformément à nos conditions d'utilisation et à la loi applicable. Si vous êtes un agent d'application de la loi, un intervenant d'urgence autorisé à recueillir des preuves dans le cadre d'une enquête officielle ou afin d'enquêter sur une urgence impliquant le danger et les blessures physiques graves ou décès, vous pouvez demander des enregistrements à Facebook via ce système. Donc, les forces de l'ordre, les services de renseignement, enfin, de toute façon, vous le savez, ok? Mais il vaut mieux, voilà, hein, le voir pour comprendre. Et 2009, ok? Tout le monde traverse. Moi, je suis sur YouTube. Coucou, coucou, ok? Hein, vous avez Skype, vous avez AOL, vous avez Discord, hein, vous inquiétez pas. Donc, comprenez bien que tout ce que vous faites sur Internet, euh, bah voilà, ça, c'est le big data. Ça, on va pouvoir faire du data mining. Ça, on va pouvoir faire du data crunching. Ça, on va pouvoir faire de l'OSINT sur vous, ok? Puisque tout ce que vous faites sur Internet, les agences de renseignement, c'est comme un tuyau et ils ont des aspirateurs, ils ont des spiders, ils ont des crawlers et ça se retrouve, si on doit parler de la NSA, ça se retrouve à Bluffdale, dans ce centre de données, ok, de la NSA. Et il est énorme, c'est un des plus gros au monde. Et il y en a encore 7 en Amérique et ailleurs où on fait des copies. Ok? Puisque si jamais on vient attaquer ce centre de données, on aura des copies. Ok? Il faudra détruire les 7 centres de données de la NSA pour faire disparaître les données. Ok? C'est ce principe de redondance, de résilience.
ok? Et de load balancing, ok? Les 7 data centers, certains servent de backup et d'autres servent de load balancing pour répartir la charge, ok? Parce qu'ils sont très sollicités. Puisque, comme je vous le disais dans mes cours sur le renseignement, c'est des pétaoctets, des zétaoctets par jour de données qu'il faut intégrer en base de données, utiliser le cloud computing, les algorithmes, hein, de sémantique, enfin bref, on a plein d'algorithmes, je vous ai expliqué un petit peu comment ça se passait déjà dans mes vidéos dans le renseignement, et on va utiliser du machine learning, du deep learning, ok, pour étudier en long, en large, tout ce que vous faites, ni plus ni moins. Et si jamais vous sortez des clous, on aura toutes les preuves, ok, que bah, ce jour-là, vous avez dit ça, vous avez fait ça, vous avez rencontré ça, vous avez fait ceci, cela, ok. Donc voilà, soyez-en conscients. C'est ce principe, je vous disais, du RIS. Hein, le RIS, je l'invente rien, tout est là. Et comprendre comment, donc, à partir de comptes, hein, on va pouvoir récupérer des informations. Et je vous parlais des réseaux sociaux. Là, je vous montre par A plus B que la police peut accéder via ce formulaire. Hein, je suis sur Facebook, hein, je suis pas sur police.com. Ok? Donc voilà, méditez là-dessus. Méditez là-dessus, ne soyez pas dupes. Ok? Là, vous avez toutes les preuves sous les yeux que vous vivez en démocratie. Donc, plus sérieusement, pas de politique, revenons à l'OSINT. Donc l'OSINT, voilà, ça c'est typiquement on va faire du footprinting, du fingerprinting. Ok, vous êtes la cible, vous faites partie de Facebook, les forces de l'ordre peuvent demander à Facebook toutes vos données, ok, conformément à la loi, ok. Donc voilà, hein, c'est le meilleur exemple d'OSINT. Hein. Si je dois vous parler d'OSINT, il fallait absolument que je vous montre ça, que je vous parle de ça. Hein. On a Reddit, on a Twitter, on a Facebook, c'est pas limité. Mais on va voir tous les comptes publics de la cible, hein, et récupérer l'information. C'est le but, c'est que on puisse exploiter ces informations. Et je vous ai montré donc les fameux processus, hein, d'enrichissement de l'information. Donc, client, source, monitoring, selecting, finding, acquisition, indexing, synthèse et dissémination. Donc je vous disais que ça ne s'arrête jamais. Pourquoi? Parce que la plupart des gens continuent de poster des informations sur leurs réseaux sociaux. Ça ajoute de nouvelles informations. Ok. Et si je dois parler par exemple des forces de police ou du renseignement, bah ouais, plus vous leur donnez d'informations, plus leurs algorithmes s'intéressent à vous, plus ils en apprennent sur vous. Ok. Et chaque jour, vous postez de nouvelles photos, de nouvelles infos sur vous, et ça continue, ça continue, ça continue. Ok. Je vous dis, c'est Minority Report. Donc voilà, faut en être conscient et voilà, on le ferait pas si ça marchait pas. Ok. Donc ça peut être utilisé en cybersécurité, ça peut être utilisé, je vous ai dit, pour faire de l'espionnage, pour faire de l'espionnage économique, hein, technologique, et on peut s'en servir pour faire des enquêtes. Les forces de l'ordre s'en servent, ou les agences de renseignement, même s'ils ont leur propre logiciel, ils n'ont pas eux besoin des, euh, des GAFAM, ok? Mais vous savez que les GAFAM aujourd'hui sont aussi puissants que les agences de renseignement. C'est pour ça que, encore une fois, hein, je vous parlais de la zone grise, entre les GAFAM et le monde du renseignement, il y a une confluence, une zone grise, où immanquablement, bah, oui, ils travaillent pour les renseignements, ni plus ni moins, quoi. C'est pas de la conspiration, ils travaillent tous aussi pour le secteur militaire. En même temps, ils vous rendent un service dans le secteur civil, ok? Ils font fonctionner Internet, mais en même temps, ils travaillent pour les agences de renseignement, ok? Tous, 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 sans exception, ok? Donc, qu'est-ce que je vous dis toujours? Quand on vous offre une technologie en tant que gentil civil, n'oubliez pas que cette technologie, elle est utilisée depuis longtemps par le secteur militaire, ok? Et que quand on vous donne quelque chose, c'est jamais gratuit. Hein, les réseaux sociaux, c'est gratuit. Mais si c'est gratuit, comme on dit, c'est quoi? C'est que c'est vous le produit. C'est vous le produit. Vous êtes le produit. Vous êtes leur cible. Hein. Que vous soyez un bon petit citoyen rangé ou que vous ayez des idées sombres et que vous vouliez les appliquer, hein, eh ben, on va s'intéresser à vous. Email, chat, vidéo, photos, tout ce que vous stockez, tout sur le cloud, la VoIP, vos transferts de fichiers, VoIP, vidéoconférence, vos logins, vos mots de passe, toutes vos activités sur les réseaux sociaux et des petites requêtes spéciales. Top Secret, SI, Orcon, Norfolk. Ok. Donc voilà, ça c'est votre vie. Votre vie, ils la connaissent par cœur.
Ils la connaissent mieux que vous, mieux que vos amis, mieux que vos parents, croyez-moi. Donc ça c'est de l'OSINT, ok. Mais appliqué au monde militaire. Nous, on va voir l'OSINT, comment on peut faire en tant que gentil civil via différents outils. Donc ça, je vous ai dit, il y a la méthodologie, hein, c'est pas spécialement kiffant, mais bah, il faut comprendre ça. Donc, le but, hein, ça va être d'identifier comment dire, les personnes réelles. C'est-à-dire, je veux connaître les noms. Très souvent, on utilise des avatars. Nous, on veut connaître le nom des personnes. Ok? Donc, si une personne est une cible, tout va dépendre encore une fois des informations initiales qu'on a. Mais le but, ça va être de chercher le real name et voir si elle a d'autres comptes. Ok? En fonction des autres comptes, on va faire du data mining, data crunching pour trouver tous les comptes, hein, et l'identité réelle d'une cible. Ok? Tout à l'heure, je vous ai parlé des mails. Ok? Donc c'est un peu moins commun de les trouver librement, mais via les mails, on peut trouver aussi énormément d'informations sur une cible ou d'autres sources. Ok? Et les comptes liés, hein. Vous savez que votre avatar est lié à toute une série de comptes qui vont vous lier à vous, personne physique. Ok? Vous utilisez plein d'avatars, plein de comptes, plein de mails, mais on peut remonter à vous. Ok? Et associer tous ces avatars, tous ces noms, tous ces usernames, ces passwords, ces mails à votre personne. Ok? Ça, c'est vraiment ça, c'est votre surface d'attaque en fait. Chaque individu sur Internet, comme un ordinateur, il a une surface d'attaque. Ok. Donc une partie malveillante va pouvoir attaquer cette surface d'attaque. Ok. Et trouver bah, des choses vous concernant, compromettantes ou pas. Après, tout va dépendre de la motivation de la personne qui fait de l'ocyte sur vous. Ok. Mais on est tous concernés. Ok. Ne vous dites pas, moi je suis pas important, j'ai pas de poste à responsabilité, j'ai rien à cacher. Ça, c'est un raisonnement futile. Vous êtes une cible, n'importe qui est une cible. Ok. Dans le pire des cas, vous vous ferez exploiter par des scammers, par des arnaqueurs. Ok. On va essayer de trouver des failles et vous soutirer de l'argent, vous pirater, etc., etc., etc. Ou, bah, dans le meilleur des cas, voilà, ça peut être des services étatiques qui vont se renseigner sur vous et qui savent tout de vous, comme je vous le disais. Ok. Et à partir de là, chaque personne est importante parce que vous, peut-être, vous croyez que vous n'êtes pas important, mais vous connaissez peut-être quelqu'un qui est important. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit dans la précédente vidéo. On est tous à 3 poignées de main d'une personne célèbre ou influente ou importante. Si elle, c'est la cible, on peut vous attaquer vous pour parvenir à la cible. Ok? Donc ne vous dites pas, ça m'arrivera jamais, c'est impossible, on va pas m'espionner et tout ça. Si, si, on le fera. Mais c'est peut-être pas vous la finalité. Ça sera quelqu'un que vous connaissez. Ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît la cible. Ok? Ensuite, ce que vous postez. Hein, encore une fois, les gens postent tout et n'importe quoi. C'est pas rare que les cambrioleurs maintenant vont sur les réseaux sociaux, savent quand les gens partent en vacances. Il y a l'adresse, il y a les photos, on peut récupérer les métadonnées. Bref, tout ce qu'il faut pour aller se faire quoi, cambrioler pendant qu'on est parti en vacances. Ok. Donc tout ce que vous mettez, c'est pareil. Il va falloir maintenant réfléchir en termes d'obsèques, d'infosec, les photos que vous mettez, vider les métadonnées. Ne postez pas des photos où on peut repérer les lieux, on peut faire du limit de GeoInt, ok? Puisque bah, c'est pas moi qui le dis, hein. Les agents du renseignement avec une photo, hein, peuvent en 20 minutes retrouver l'endroit où vous êtes, ce que vous faites, avec qui vous êtes. Ok. Et sur Facebook, on a la plupart des personnes postent euh, Instagram, Snapchat, tout ça quoi. Tous les gens postent tout le temps, parfois des conneries, mais ils oublient que quand tu fais un selfie, eux, c'est leur ego qui domine, hein. Je suis beau, je suis belle, je me poste, je fais un selfie, mais ils oublient après, si on retire la personne principale, qu'est-ce qu'il y a, hein, dans le plan du fond, ok? Est-ce qu'on a des décors que on peut découvrir? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Hein, on peut s'intéresser à ces personnes. Et bah voilà, vous savez, vous voulez vous entraîner à l'OSINT, vous allez voir que les gens postent tout et n'importe quoi. Entraînez-vous à retrouver les noms des personnes qui sont sur les photos. Il y a une photo d'anniversaire, la personne se prend en photo, un selfie. Il y a trois, quatre personnes dans le fond de la photo, ok, dans le background, comme on dit. Eh ben, essayez d'étudier, de retrouver avec les réseaux sociaux
le nom de ces personnes. Est-ce qu'ils font partie des relations de la personne qui s'est pris en photo le jour de son anniversaire. Ok, vous voyez, tout ça, c'est des processus en fait qui sont utilisés au quotidien en fait. Et une photo, c'est très souvent, on se focalise sur ce qui est au premier plan. Ok, il va y avoir un cheval, il va y avoir une bonne femme, il va y avoir un gars, il va y avoir une maison, il va y avoir une voiture. Mais ça, c'est pas important en fait. Je vous ai dit, il faut que vous ayez tout le temps de big picture, la vision d'ensemble. La vision d'ensemble, c'est peut-être si c'est une photo de voiture, dans quelle rue elle est, ok? Et est-ce qu'en fonction de la rue, des panneaux de signalisation, du marquage au sol, je vais pouvoir identifier dans quel pays ça a été fait. Ça, c'est l'art du jeu WIT, de l'INT. Vous avez Belcat, hein, qui, justement, grâce aux réseaux sociaux, a été capable d'identifier des déplacements de troupes. Vous avez des logiciels, des bases de données, vous pouvez récupérer, par exemple, les uniformes, si on s'intéresse au monde de la guerre, et en fonction des photos des uniformes, ok, on sait quel, quel pays est en train d'agir. Est-ce que c'est justement des groupes terroristes? Est-ce que c'est des forces régulières? Ok? Et voilà, ils ont réussi à faire pas mal de trucs. Ok? Il y a eu des exactions en Afrique et il y a des soldats qui ont tué des civils. Ok? Ils ont posté les photos sur les réseaux sociaux. À partir des photos et de l'analyse forensique des photos, on a pu retrouver 3 des 6 personnes qui sont inculpés dans ces crimes. Ok, donc une photo en dit long sur vous. Ok, à quelle heure elle a été prise, quand est-ce qu'elle a été prise, c'est quoi, dans l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, quel pays, quels sont les gens qui entourent. Tout ça, c'est des informations et c'est ce principe de recueil d'informations, d'analyse. Je vous ai dit esprit analytique, ok, esprit critique, ok. Donc pour la plupart des gens, ils le verront pas parce qu'ils n'ont pas ce mindset, ils n'ont pas cet état d'esprit, ok. Typiquement, c'est ce qu'on vous apprend dans le renseignement. Quand vous êtes un hacker aussi, bah ouais, vous vous intéressez à l'ingénierie sociale, aux techniques du renseignement parce que ça vous sert au quotidien pour faire vos attaques en test d'intrusion, en red teaming, vous développez également ces compétences. Vous pensez comme un agent du renseignement. Ok, mais tout ça, on s'en rend pas compte. On poste des photos à longueur de journée et on se dit pas qu'une partie adverse va pouvoir en apprendre beaucoup sur vous. Ok, sur les personnes, sur vos proches. Ensuite, le Google Dorking. Ça, je vous ai fait un paquet de vidéos. J'ai ma vidéo OSINT 3 qui vous explique un peu le Google Dorking. Bon, il y a des bouquins dessus. Il y a énormément de commandes. On va survoler quelques commandes qui peuvent être extrêmement utiles. Donc Google, on l'utilise tous, on sait comment ça fonctionne. Je pars à partir d'un index, je vais taper un mot-clé et je vais avoir plein de sources qui sont associées. Google est toujours ton meilleur ami, mais Google t'espionne aussi. Pense à ça. Et le principe du Google Dorking, c'est qu'on peut affiner nos recherches par granularité, pardon. C'est ce qu'on appelle les Google Dorks. Fonction d'une syntaxe très, très spécifique, je vais pouvoir ajouter des filtres et faire une requête bien spécifique et de façon beaucoup plus granulaire. En utilisant site, par exemple, site 2.www Google, je demande toutes les recherches uniquement qui sont sur google.com, sur tel site. Si j'utilise le file type, type de fichier, et ben dans cette requête, je vais préciser certains types de fichiers, le mentionner dans ma requête, et ça va me sortir uniquement le type de fichier. Donc les links, tous les liens externes vers des pages, on va taper link avec un mot-clé. Innerl, ça spécifie les URL qui correspondent au mot-clé qu'on a cherché. Innerl moto, il va me chercher tous les sites qui traitent de moto. Ok. Et le before after, qui va nous permettre d'affiner notre recherche avec un intervalle de temps. Data range, avant 2000, 1er janvier 2000, et après 2001. Ok. Donc sur une période là d'un an. Ok. Donc ça, c'est le Google Doc, très simple, il y aurait beaucoup à dire. Et ensuite, on a l'OSINT sur la blockchain. Ok. Donc, avec l'introduction du Web 3.0, on a un protocole qui est décentralisé et qui a explosé avec les crypto-monnaies. C'est la blockchain. Tout le monde en parle.
Et on a également l'OSINT qui peut être fait à partir de la blockchain. Comme c'est décentralisé, et son principe, eh ben, c'est l'anonymisation des transactions, hein. Et comme c'est décentralisé, ça garantit une certaine anonymité. Eh ben, le but, ça va être, et c'est beaucoup plus complexe, comment réunir des informations sur une cible si elles sont anonymes. Ok? Si ma cible est anonyme, comment puis-je en savoir plus sur elle? Donc la blockchain, elle est complètement ouverte, hein, tout en restant anonyme. Cela vient avec des avantages et des inconvénients d'un point de vue OSINT. On peut rapidement identifier les identifiants spécifiques, mais les relier devient difficile. On a quelques outils qui nous aident à explorer la blockchain, hein. Alors bien sûr, la liste est non exhaustive, mais on a BlockTrail, Bitcoin Wuzoo, GraphSense et l'explorateur de blocs, aka Block Explorer. Ok? Donc ça, c'est extrêmement utile pour commencer à enquêter en fait, hein, sur éventuellement des transferts d'argent, de fonds, hein, de blockchain et essayer de suivre puisque parfois ça peut masquer, hein, du financement occulte, soit des groupes mafieux, soit du commodities, soit du trafic de drogue, soit du terrorisme et on peut se servir de la blockchain, ok, pour essayer de comprendre, hein. Encore une fois, c'est comme quand on s'attaque au dark web, j'y viendrai après, mais ça va demander beaucoup plus de temps et de moyens, hein, pour désanonymiser, et vous le savez, c'est ce que veulent faire les services de renseignement, c'est-à-dire désanonymiser au maximum, puisque ça leur met des bâtons dans les roues, hein, pour faire leur travail, ni plus ni moins. On va pas se mentir. Donc, on peut appliquer la même méthodologie que celle discutée précédemment, c'est-à-dire tout ce qu'on a vu au niveau eh ben, de la phase RIS ou RSI. Donc, client, source, surveillance, sélection, recherche, acquisition, indexation, synthèse, dissémination. On peut exactement utiliser ces mêmes méthodes, mais c'est légèrement différent puisque, bien sûr, ça va être beaucoup plus compliqué dû à la technologie blockchain, hein. Donc, bien que les identifiants puissent être anonymes, cela les rend pas moins uniques ou impossibles à lier aux personnes. En effet, chaque euh, comment dire, personnage, hein, qui utilise la blockchain a également un identifiant. Même si cet identifiant est anonyme, ok, il est unique. En effet, on peut pas, dû à la blockchain en fait, on ne peut pas falsifier, hein. Pour l'instant, on n'a pas de technique connue de falsification de la blockchain. Peut-être un jour ça viendra, mais c'est quand même un système cryptographique qui est robuste, hein. Donc à partir de là, vous pouvez l'utiliser et être anonyme. Il n'empêche que votre identifiant est toujours le même. Ok? Ça veut dire qu'on peut quand même le suivre. Ok? Et le principe de la blockchain, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez que c'est une sorte de registre en fait, hein, qui est échangé comme un registre comptable, qui est échangé entre toutes les parties. Et tant que l'ensemble des parties n'a pas acknowledgé, hein, donc ne s'est pas accordé, n'a pas validé la transaction blockchain, ok, est en pending, elle n'est pas valide. À partir du moment où elle est validée, ça veut dire que toutes les parties ont accepté ce petit bout de registre de la blockchain, ok. Donc ça vient s'ajouter au reste de la blockchain, mais les métadonnées, toutes les informations sont enregistrées dans ce registre, et ce registre est accessible par l'ensemble du réseau. Ok? Donc ce processus, hein, a modifié, hein, honnêtement, comment le web euh, ch- a évolué, hein, et puis ses implications. Et bah, en ce moment, c'est vraiment la technologie actuelle, hein. On voit Facebook qui investit dans les blockchains, on voit les banques investir dans les blockchains, on voit certains pays investir dans la blockchain, ok? Et même certains pays, au niveau de leur armée, ont décidé d'intégrer de la blockchain. Ok, mais je rentrerai pas dans les détails. Donc, c'est ce principe de crypto-monnaie, hein. Vous connaissez tout ça. On a un wallet, un portefeuille, hein, et ces portefeuilles permettent de faire, entre guillemets, pivoter des adresses et assurent la confidentialité. Ok, mais il n'est pas rare aussi de voir des attaques sur les wallets
et avoir des portefeuilles de crypto-monnaies qui se font pirater. Et donc, à partir de là, bah, la confidentialité et la sécurité, euh, bah, c'est primordial, puisque sinon, bah, vous risquez de perdre tout votre argent. C'est arrivé à de nombreuses personnes. Et si jamais bah, on attaque votre wallet, du coup, l'anonymité et l'anonymisation que vous permettez la blockchain n'est plus, ok? Puisqu'on saura, via les données fiduciaires, qui vous êtes, en fait, finalement. Au SINT, ok? Puisque, bah, un peu comme le dark web, à l'opposition du ClearNet, eh ben, la blockchain demande des techniques très spécifiques pour faire du renseignement là-dessus. Donc si on doit aller un peu plus loin hein, et terminer un peu, ben voilà, on peut faire l'analogie entre la blockchain et le dark web. Le dark web également demande bah, des techniques de renseignement qui sont beaucoup plus complexes à mettre en œuvre que sur le ClearNet, avec l'exemple des réseaux sociaux que je vous avais donné. Et le but d'un bon enquêteur au SINT, hein, c'est de comprendre et de tirer parti de toutes les fonctionnalités d'une plateforme, par exemple un des réseaux sociaux, pour récupérer un maximum d'informations qui sont accessibles au public, mais qui sont pas faciles à trouver. C'est pour ça qu'on a plein d'outils au SINT qui vont nous permettre d'agréger les données, la data, le big data, hein, pour pouvoir ensuite, je vous disais, tirer des graphes, mettre ça en base de données et pouvoir utiliser des algorithmes de tri, par exemple. Ok. Donc chaque plateforme aura ses fonctionnalités uniques, ses petites astuces qui peuvent être utilisées, et il est essentiel en fait hein, de vous familiariser avec tout ça. Hmm. On a GitHub, on a tous nos réseaux sociaux, nos plateformes. Là, on va prendre un tout petit exemple tout simple de GitHub, hein, parce que je vous ai dit que c'est utilisé pour faire des cyberattaques, parce qu'on va pouvoir récupérer des mots de passe en clair, des mots de passe non chiffrés, du code qui a été poussé en version finale, et éventuellement on va voir tous les merges hein, au niveau du code source. Donc on va voir les modifications qui ont été faites, on va pouvoir analyser la surface d'attaque du code source, faire de la rétro-ingénierie, voir s'il n'y a pas des mots qui ont été codés en dur dans le code. Bref, plein de choses hein, qui pourraient éventuellement nous laisser un vecteur d'attaque et pouvoir attaquer l'entité cible hein, qui a déposé notamment bah, du code source. Et vous savez qu'il y a plein d'entreprises maintenant qui se servent de GitHub. Ok. C'est pour ça que la plupart des pirates se servent également de GitHub pour faire du renseignement opérationnel avant une cyberattaque. Ok. Et malheureusement, on a encore des individus qui sont pas au courant de ça, qui sont pas assez formés et qui ne protègent pas leurs informations privées. Exactement, pour faire le parallèle, je vous disais, la plupart des gens sur les réseaux sociaux ne savent pas que, ouais, tu postes des photos de ton enfant, mais peut-être que les photos de ton enfant, bah, il y a un pédophile qui est en train de les regarder parce que tu les mets toutes en public, ok? Et il va avoir ton adresse et il va s'intéresser à ton enfant, ok? Donc le parent qui fait ça, voilà, il est fier de son enfant, c'est normal, c'est naturel, j'ai envie de dire, mais on pense pas aux implications. Ou une jolie fille qui se met dans des tenues un peu dénudées, ok? Et qui va attirer ouais, peut-être un pervers, ok? Qui va se renseigner sur elle, sur Internet, et qui un jour peut-être, voilà, elle se retrouvera nez à nez avec ce gars-là dans la rue. Et là, c'est plus les mêmes implications. Hein. Tant qu'on est derrière un ordinateur, ça va. C'est dans la rue, c'est tout de suite plus compliqué. Donc voilà, pensez aux implications. Hein. Vous devez vous protéger, protéger votre image de marque si vous êtes une entreprise, et vous devez également faire de la sécurité de l'information, de l'opération, pour votre vie privée et pour votre employeur. C'est-à-dire pas raconter la vie, comme je vous disais, je donne dans cet exemple, mais l'admin qui a bossé toute la journée, qui rentre chez lui, admin réseau, et qui dit, ah, on a notre firewall qui s'est pété la gueule, j'ai fait une montée de version, il était en 14.2, je l'ai passé en 14.3, etc., etc. Parce que toutes ces informations, eh ben, elles peuvent être recueillies et servir à préparer une cyberattaque. Ok. Ça sera du renseignement technique pour une partie adverse. Du coup, eh ben, sécurité de l'information, sécurité des opérations pour votre entreprise, bah, ça peut nuire. Ok. Puisque on connaît le principe des opérations, ce que vous faites, ce que vous appliquez, les patchs que vous mettez, ok? Et si on arrive à trouver une brèche, une faille pour faire une cyberattaque, c'est la sécurité de l'information qui va en pâtir. On va pouvoir modifier des données, accéder à vos données, votre propriété intellectuelle, exfiltrer les données, les revendre sur le dark web.
Ok? Sécurité des opérations est toujours liée à la sécurité de l'information. L'un ne va pas sans l'autre, en fait. Ok? Et c'est les deux piliers majeurs hein, quand on doit parler de cybersécurité. Donc les fuites de données hein, involontaires de GitHub, eh ben ça peut coûter très cher à une entreprise. Hein, une entreprise a supprimé ses clés d'API d'un fichier JSON et ils font un nouvel engagement dans leur référentiel en se disant que plus personne a accès à ces clés, mais n'importe qui peut consulter l'historique des validations d'un référentiel public. Hein. Et si j'ai accès aux données JSON, je peux forger de faux vrais fichiers JSON qui vont me donner accès aux interfaces de programmation. Si j'ai les clés, c'est pareil. J'accède hein, au service qui appelle l'API. Ok. Du coup, s'il y a une base MySQL derrière, eh ben écoutez, je me sers. Hein. Là, heureusement, vous ne voyez pas, mais on a quoi? On a une base de données qui était appelée dans un code PHP hein, pour faire une interface de programmation liée à un service, un site web, à un back-end. Et qu'est-ce qu'a fait la personne? Elle a laissé le nom en clair de la base de données du serveur, le hostname, le mot de passe, l'utilisateur et le nom de l'utilisateur. Ok? Avec ces quatre informations, on peut se connecter de l'extérieur à la machine. Ok? Mais ça arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok? Donc GitHub, voilà, c'est extrêmement intéressant pour une partie adverse. Et ça permet, quand on fait du red teaming, de dire à notre client, bah écoutez, voilà, il y a un de vos ingénieurs là qui a merdé. Ok. Donc vous n'allez pas le virer, mais par contre, vous allez faire une réunion et ça va être le premier invité à la réunion et vous allez encore former vos équipes à la non-divulgation hein, d'informations techniques, puisque elles vont servir à des pirates pour attaquer votre infrastructure. Ok? Le but, c'est pas de taper sur les gens en disant ouais, t'es con, t'as divulgué des informations. Ok? C'est de former les gens. Ok? Ça sert à rien d'être bête et méchant et de faire du mal. Ok? Le but du red teaming, c'est d'entraîner les bleus. Ok? Les bleus, c'est-à-dire à la fois les équipes de blue teaming, du SOC, hein, au niveau de la détection des menaces, mais c'est également entraîner tout l'opérationnel hein, les DevOps, ok, qui travaillent, qui font du fonctionnel, qui font du métier, les développeurs, les ingénieurs, les techniciens, les secrétaires, peu importe, tous les corps de métier de l'entreprise doivent y passer et ils doivent être sensibilisés, ok. Se dire que ce que je vous dis tous les jours, malheureusement, on ne vit pas dans un monde de bisounours, ok. Donc il faut apprendre les techniques des méchants, se protéger, protéger les gentils des méchants, ok, et se protéger soi, ok. Pourquoi je vous apprends les techniques de hacking et tout ça? Que vous soyez conscient que toutes ces techniques, on peut les appliquer et s'attaquer à vous. Ok? Donc voilà, c'était un des éléments, hein, il y a beaucoup à dire, hein, c'est extrêmement complexe, l'OSINT, mais c'est une matière extrêmement intéressante, hein, qui est à la confluence, je vous disais, entre le monde civil, le monde militaire, le monde du renseignement, la cybersécurité, et ça demande, bah, justement, si vous êtes polyglotte, ça va être un avantage, si vous parlez plusieurs langues, donc, si vous avez un bon esprit critique, analytique, et vous allez voir que l'OSINT, bah, on va utiliser d'autres techniques. On va utiliser de l'ingénierie sociale, on va utiliser des techniques UMINT, d'intelligence humaine du renseignement, on va utiliser du TechInt parce qu'il faut analyser justement la surface d'attaque, la technologie. On va utiliser de l'IMIT ou du GeoInt. Ok, si je me sers je vais sur Google Earth, hein, analyser des photos satellites, eh ben, il faudra que je puisse extraire de ces simples photos satellites des informations. Ok. Si je me renseigne sur un bâtiment, bah ça, je vais pouvoir récupérer des données qui sont intéressantes. Je peux utiliser Google Street View, ok, pour faire du repérage, voir les lieux d'un bâtiment, quelles sont les entrées, quelles sont les sorties, est-ce qu'il y a des caméras de surveillance, est-ce qu'il y a beaucoup de voitures, ça veut dire que c'est le parking des salariés, ok, où se trouve la guérite des agences de sécurité, des agents de sécurité, etc., etc. Vous voyez où je veux en venir, ok. Tout ça, c'est du renseignement opérationnel grâce au réseau, au renseignement d'origine source ouverte. Voilà. Je m'arrêterai là. On va répondre à quelques questions. Hein. C'est juste pour vous montrer des exemples très triviaux. Naturellement, c'est bien plus compliqué dans la vie, mais j'essaierai de trouver de bons exercices d'OSINT. Hein, et on continuera parce que vous savez que c'est une de mes passions.
Donc, si vous êtes l'agent de renseignement, hein, qui répond à la recherche de plus d'informations sur le tristement célèbre gang de ransomware Greenwich Enterprise, on revient avec nos elfes, avec notre Grinch et le Père Noël, voilà ce qui s'est passé. Hein, il a en gros utilisé un ransomware, il a chiffré toutes les données du Père Noël et, eh ben, il a laissé une note quand même. Ok? Donc, je vous ai dit, hein, esprit analytique, le premier truc qu'on voit, hein, même si vous voyez pas, vous savez que c'est du cyrillique. Hein. Si c'est du cyrillique, on a plusieurs langues hein, qui utilisent le cyrillique, mais déjà, en termes géographiques, on sait à peu près où ça se trouve, ok? Et il y a de fortes chances que ça soit du russe, ok? Donc si vous parlez pas russe, vous le savez, vous pouvez utiliser mon ami Mate, mais vous pouvez utiliser Google Trad, ok? Les deux marchent. Important, vos fichiers ont été chiffrés par le Grinch, nous utilisons la technologie de cryptage la plus avancée. Contactez notre opérateur Grinch Enterprise pour accéder à vos fichiers et votre identifiant personnel et ça, ok? Ensuite, il nous dit quoi? L'opérateur affecté à votre dossier est Grinchwu 31 sur toutes les plateformes. Donc, déjà, langue utilisée russe. Russie, ok. H, on va voir si on peut pas trouver hein, à quoi ça correspond ça. Et les acteurs en présence. J'ai un utilisateur qui s'appelle Grinchwu31 et on parle de Greenwich Enterprise. Ok? Donc tout ça, corrélation des informations. Je commence à faire ma phase de recueil d'informations. Je prends toutes les données qui sont pertinentes. Je vais les mettre dans un dossier, dans une base de données, ce que vous voulez. Ok? Et à partir de là, je commence mon processus de raffinage de l'information. Ok? Je pars, données, information. Je commence ma phase d'intelligence. Ok? Je vais aller rechercher sur Internet à partir des informations que j'ai là. Ok? Déjà, bah, les noms d'utilisateurs, Greenwich Enterprise, euh, ça, c'est intéressant, je sais pas ce que c'est. C'est quel format ça? Etc., etc. Vous voyez? Et on va creuser, creuser, donc on part de deux, trois pièces, et pop, 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 on va partir dans tous les sens, on va aller voir les réseaux sociaux et récupérer un maximum d'informations. Ok? Donc ça, c'est le nom de l'opérateur, hein, visiblement. Quelle est la plateforme de médias sociaux avec le nom d'utilisateur? Il est associé. Donc, bah, le premier truc à aller faire, c'est quoi? C'est bah, de googler. Ok. Dans Keybase, il y a un truc. Ok. Servez-vous des photos, servez-vous de tout. On a un Twitter. Ok. J'ai un repo GitHub. Ah, c'est peut-être de la crypto-monnaie. Ok. Donc j'ai du Bitcoin. Non, c'est pas le même. Mais c'est intéressant. Ok. On voit les followers. Donc voyez, hein, ce processus. Hop. Voilà, je vais le faire très rapidement. Vous avez compris que on a le bash tree. On va voir qu'est-ce qu'il a fait. Quand est-ce qu'il a fait? Le mois dernier. Ok, très ça. On va développer. Donc il a 171 followers. Ok. Donc il nous le dit, hein, si vous voulez vérifier, je suis bien Green allez voir sur Keybase.io. C'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu. Un device. Ok, je sais qu'il a un ordinateur Windows. Alors on a vu qu'il était sur Keybase.io et qu'il a en effet de la crypto. Donc c'est pas ce qu'il nous a donné là, c'est ce qu'il nous a donné là. C'est quoi? C'est son compte Bitcoin? C'est ça qu'il veut? Twitter Search. Donc vous voyez, hein, un des exemples, par exemple, de l'OSINT, hein, c'est de faire du data mining, du data crunching. Et vous voyez, on superpose et on va se servir de Google Earth. Et là, malheureusement, bah, c'est pour une catastrophe naturelle. Mais je peux m'en servir pour n'importe quoi. Ok?
Vous voyez comment je vous ai dit, on fonctionne par strat. Je vous ai expliqué dans le renseignement, hein. C'est comme des calques, hein. Je vais utiliser euh, une carte géographique. Dessus, je peux mettre d'autres données, hein, ce qu'on appelle des heatmaps, et je vais pouvoir récupérer des informations pertinentes. Mais j'ai mieux. Si je peux superposer le BBSID ou le SSID, je peux voir en temps réel en fait, hein. Donc je peux superposer le réseau, hein, et voir bah, les points névralgiques, hein. Je vous ai dit, ça c'est des heatmaps. Ok, ça c'est les points chauds. Et on voit, hop, je vais aller. Alors c'est bien la carte d'une ville, mais moi là en termes de SIGINT, si j'ai quoi? Si j'ai tous les points d'accès d'une ville, ok, avec les différents réseaux Wi-Fi, bah, c'est encore mieux. Ok. Donc voilà, hein. Je vous ai dit, c'est la fusion des technologies peut vous donner une vision objective. Ok. Je vous donne un exemple, hein. On a les tags Apple. Ok, vous les mettez sur des objets du quotidien et grâce à votre iPhone, vous pouvez repérer. Vous le mettez sur votre trousseau de clés, vous avez perdu votre trousseau de clés. L'application, elle est capable de détecter le tag, hein, via des NFC, RFID, et de le géolocaliser en temps réel. Elle peut même vous guider jusqu'à l'objet que vous avez perdu. Vous pouvez le mettre sur votre voiture, vous pouvez le mettre sur votre bébé, hein, sur une poussette. Je rigole, hein, je plaisante volontairement, mais vous avez compris. Ok. Et pire, si on vous vole votre trousseau de clés, grâce à tous les iPhones, tous les iPads, tous les MacBooks qui sont présents sur Terre, à chaque fois que l'objet il va passer près d'un Mac, eh ben, il va être détecté. Ok? Eh ben là, typiquement, vous imaginez en termes de renseignement ce qu'on peut faire. Ça, c'est pour le monde civil, c'est pour retrouver des objets de valeur auxquels vous tenez. Mais vous croyez pas que cette technologie, elle existe depuis longtemps dans le monde du renseignement? Vous imaginez? Ok, un document, on n'a pas envie qu'il le vole. Si jamais il se fait voler, il y a peut-être un beacon, une balise, et on va pouvoir le géolocaliser en temps et en heure. On va savoir exactement où va la personne, ce que fait l'objet. Ok, et si l'objet il est volé, on va savoir qui est la personne qui l'a volé. Ok, c'est comme ça que je vous montrerai comment on peut installer des mouchards un peu partout. Ok, pas que des mouchards physiques. Moi, je vous parle de mouchards logiciels, de mouchards informatiques, hein, ce qu'on appelle un implant. Ok. Donc tout ça, hein, ça permet de détecter et, euh, et de retrouver, de corréler les informations. Mais je vous ai dit, euh, si j'ai plusieurs informations et que je les agglomère, eh ben, c'est extrêmement puissant. Ok. Puisque juste la carte des rues, c'est pas intéressant. Juste la carte des avenues, c'est pas intéressant. Par contre, si j'ai tous les quartiers, j'ai les rues, j'ai les avenues, j'ai le nom de la ville, je sais dans quel pays c'est, j'ai tous les réseaux Bluetooth, Wi-Fi, hein, GSM. Là, je commence à corréler. Ça, c'est le principe de l'OSINT. C'est ça que je veux vous dire. C'est qu'une information en soi, elle n'est pas intéressante. À partir du moment où vous commencez à accumuler du big data, plein d'informations, et à superposer les centres d'intérêt, si vous me permettez l'expression, là vous avez une vision d'ensemble, ok, d'un système, d'une entité, d'une cible. Ok. Mais c'est ce principe d'agrégation de la donnée. Là, je vous donne un exemple avec Wiggle, ok, qui permet de faire de l'OSINT, du SIGINT en open source. Ok. Et il y aura forcément votre box. Allez n'importe où sur Terre, tapez votre adresse, vous allez voir que votre box, avec votre BBS ID, si vous ne l'avez pas changé ou pas, a été au moins enregistré une fois. On connaît toutes les box sur Terre. Ok. Et donc voilà, ça c'est aussi Internet. Ok. Vous voyez comment l'Europe est densément peuplée. On voit à l'inverse, malheureusement, hein, certains pays émergents où on a des zones désertiques. Donc si vous voulez être volé sous les radars, vous voyez tout de suite les zones, hein, où on est à peu près bien. À l'inverse, vous voyez tout de suite les zones où vous ne vivez plus en démocratie. C'est la surveillance de masse. Donc, si on revient là-dessus, on a plein d'informations, on voit deux repos, on a notre GitHub, il y a le Crimas, et là on a un ransom. Hmm. Et là, qu'est-ce qu'on voit?
Est-ce que ça serait pas notre adresse? Si. Ok, donc codé en dur dans son ransomware, il y a quoi? Il y a son adresse de Bitcoin. Donc déjà, ça craint un peu. Ok, on corrèle les informations. Programmes sont... Alors vous voyez, hein, dans la vie, ça serait plus compliqué, mais c'est comprendre la méthode. Dans le code source de son ransomware, codé en dur, on a quoi? On a l'adresse qu'on retrouve partout, 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 partout. Donc qui c'est qui a leaké ça? C'est notre ami GitHub. On retrouve la clé de du glitch. Ensuite, il faut trouver son mail. Ok? Donc c'est pareil, si on a récupéré des informations via GitHub, on peut peut-être en récupérer aussi ailleurs. On va voir les commits, je vous dis, c'est toujours super important. Vous allez sur la personne et on va voir. Voilà. Et dans un vieux, on récupère son truc. Dante Elf, donc ça à mon avis, c'est notre ami. Dans notre exemple, imaginons que ça aurait été son vrai nom. Ouais, c'est ça. Et l'adresse mail. C'était sur l'ancien logiciel en fait. Il fallait revenir en arrière. C'était pas sur son nouveau. Donc voilà. Hein, on a fait très simple. Bien sûr, c'est bien plus compliqué. C'est pas en quelques heures que vous allez apprendre tout d'une personne. Je vous ai dit, une bonne enquête aussi, ça peut prendre des mois. Ça peut prendre parfois des années. Ok. Tout va dépendre de la complexité de la cible. Et des fois, vous trouverez rien. Des fois, vous trouverez beaucoup, 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 beaucoup de choses. Ok? Et vous avez plein de services payants qui vous aideront. Ok? Mais ça coûte extrêmement cher. Mais grosso modo, dites-vous, plus vous avez d'argent, plus il y a des chances que vous trouviez tout et n'importe quoi sur une personne. C'est aussi simple que ça. C'est le nerf de la guerre. Donc là, on a notre route, on a fait update, grave mal déco, et notre adresse mail. Bah écoutez, je crois qu'on est bon. On se retrouve pour la nouvelle vidéo la prochaine.